On est en plein cœur de l'océan Indien, sur une petite île musulmane qui fait partie du grand archipel des Comores. C'est une île avec de nombreux défis. Il y a des coupures d'électricité à tous les jours, plusieurs fois par jour. Et à l'extérieur de la capitale, des fois, ça dure des semaines. Il manque d'eau, les infrastructures sont désuètes, les routes sont quasi impraticables, mais malgré tout, les Comoriens gardent le sourire. Ils gardent le sourire parce qu'ils voient probablement le potentiel. Il y a un rêve ici, que ailleurs, c'est mieux. Il y a presque autant de Comoriens à l'étranger que sur l'archipel. Ça assure une stabilité financière à toutes les familles et c'est fondamental pour le roulement de l'économie comorienne. Ils sont coincés géographiquement entre l'Afrique de l'Est et Madagascar, dans l'océan Indien. Et ils sont aussi coincés entre les traditions qui sont vraiment très fortes ici et la route vers la modernité qui est inévitable. Ça va être intéressant de voir comment le chemin va être parcouru. La Grande Comore est une île de l'archipel des Comores. On est environ 400 000, dont à peu près 90 000 dans la capitale, Moroni. On a toujours été un pays. À un moment donné, notre colonisateur, la France, a décidé de garder une île sur les 4 et de nous diviser après l'indépendance des Comores. C'est un des plus grands drames, si ce n'est le plus grand drame de notre archipel. Parce que Mayotte est restée française, mais le Comorien continue de considérer Mayotte comme une terre comorienne. On est dans notre île à l'intérieur, mais on a l'impression que c'est grand. On ne pense pas île. On ne pense pas limite du moment où on sort beaucoup. Il n'y a pas de limite. Pour nous, l'océan, c'est une continuité. On est un archipel, donc là, l'océan s'arrête là, ça va jusqu'à Moélie. Moélie, ça va partir jusqu'à Anjouan. Anjouan, ça va partir jusqu'à Mayotte. Après, ça va partir jusqu'à Madagascar, La Réunion, et ainsi de suite. Un Comorien qui est né, qui a grandi aux Comores, pour lui, c'est sa conception du pays. C'est ça, la conception du pays. Un pays, ça se divise par l'océan. Cheikh MC, rappeur, auteur et activiste politique. Il se bat inlassablement pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Né à Moroni, connu à travers le monde, il nous raconte son île. La plupart des villages sont dans les côtes. C'est pour ça que la pêche est très importante ici. On vit de la pêche et de l'agriculture. En fait, on devrait vivre de ça. Il n'y a pas eu une grande évolution dans ces domaines-là, alors que, au niveau démographique, ça explose. La vie de tous ces gens qui naissent tous les jours dépend un peu de ces travailleurs, de la mer et de la terre. C'est une partie du travail du peuple qui n'est pas bien vue et que la jeunesse ne rêve pas forcément de faire. Au contraire, les enfants de pêcheurs rêvent d'aller ailleurs. C'est un peu comme si être un pêcheur, c'est un peu raté. Alors qu'il en faut. Ils font partie des nerfs même du pays. Sans eux, on n'est rien. 7h30, on s'en va à la pêche. Bonjour! Bonjour! Ça va? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Il faut pousser le poisson. Alors, vous utilisez ça pour taper dans l'eau? Oui. Et le poisson vient dans le... Oui, oui, dans le filet. Dans le filet. On va aller voir ça. J'espère que je vais être capable d'en ramasser pour vous. Oui, oui. Tu penses? Oui. Pas sûr. On rapproche. Ça, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Ben, il est beau. C'est bon. Les poissons que vous pêchez, vous faites quoi avec? Vous les mangez? Oui, on mange,
vendre au marché. On ne trouve pas le travail, c'est ça qu'on va à la mer. On conseille les enfants qu'on ne peut pas travailler la pêche. On veut travailler au bureau, on fait les études. Mais la pêche, non. Pour avoir un meilleur salaire. Oui, oui. C'est beau, ça? Oui, c'est bon. J'ai la plus violade, ça. Ah, ben il y en a quand même pas mal, là. Vous êtes bonne, hein? Nadia, c'est toujours les femmes qui font ça? Ici, à marée basse, la pêche. C'est toujours les femmes? Oui, oui. Les hommes, ils vont avec les bateaux? Oui, oui. J'ai fait la pêche depuis que j'avais 17 ans. Quand j'ai quitté l'école, j'ai rentré directement à la pêche parce que mon père était un pêcheur. Ici, le repas préféré, c'est le poisson. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de gens qui élèvent de poulets, tout ça, ça vient de l'extérieur. Le poisson, on le pêche ici, donc c'est bien, on le mange. On vend, on gagne de l'argent pour vivre. Nous ne sommes pas riches, c'est vrai, nous sommes pauvres, mais quand même, nous sommes libres. Une saison comme celle-ci, nous mettons le filet le soir, et à 6 h du matin, on récupère le poisson. Dans la bonne saison de pêche, nous pouvons gagner jusqu'à 200, même 300 €. Si on ne gagne rien, c'est rien pour tout le monde. Si on gagne beaucoup, c'est beaucoup pour tout le monde. Il n'y a pas d'industrie, on va au marché. Il y a même des femmes qui viennent l'acheter pour aller le revendre dans le village qui n'ont pas de poissons. Mais nous, on vend surtout ici à Mitsamuli. Il y a beaucoup de gens qui aiment les poissons, donc on le vend ici directement. J'arrive à faire vivre ma famille et puis payer l'école de mes enfants. Et ceux qui sont malades, je les fais payer l'hôpital. Donc c'est pas mal. Et comme les gens disent que les enfants de pêcheurs, ça grandit bien puisqu'ils mangent du poisson, ils sont costauds, ils sont forts par rapport aux enfants des ouvriers qui font d'autres travail, qui mangent une fois par jour. Moi, je peux manger 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Bonjour! Bonjour et à vous, bonjour. Ah, Nadia! Nadia. Nadia, elle, c'est ma professeure. Oh! Ah ouais, bienvenue. Alors, c'est le poisson du matin, ça? Ouais, c'est le poisson qu'on a pêché aujourd'hui. Ça, c'est le lapin. Génial! Ça, c'est le petit poisson. Oh, mais ça, c'est nos poissons, ça. Hein? C'est mon poisson, ça. Celui-là, c'est... Laisse-moi prendre comme ça va être plus simple. Voilà. Ça fait mieux. Mes petits poissons. Au niveau alimentaire, on dépend vraiment de l'extérieur. On importe tout. La plus grande consommation, par exemple, des Comores, c'est le riz. Et c'est importé. C'est importé, ça veut dire que c'est un bateau, le bateau il rentre pas, c'est vraiment un crime. Le marché de Volo-Volo, tu connais ça comme le fond de ta poche, toi? Ouais, je connaissais comme le fond de ma poche parce que y a ma mère qui travaille ici. Bonjour! Bonjour! Là, en fait, là aujourd'hui, il n'y a pas de monde. Normalement, ici, c'est tout blindé, cette table. C'est plein de... Bonjour! Comment ça Il y a va? des gens qui sont là. Bonjour, ça va bien.
jamais allée à l'école. Je ne parle pas français. C'est pour ça qu'elle est là. Elle fait le lien. Si j'avais été toute seule avec vous, j'aurais paniqué. Enfant, on m'a gardée à la maison. Je n'ai jamais fait d'études. Elle était au village. Elle est descendue ici avec 3000 francs. Parce qu'elle n'arrive même pas à avoir à manger. Et puis, il a dit, en fait, je me lance, je vais à Moroni. Et puis, je vais commencer à faire des petits marchés. Elle a commencé de vendre des tomates. Ça, c'est le lait caillé. Oui. Et les gens achètent beaucoup de lait caillé ici? Oui, les gens, ils achètent beaucoup de lait caillé. C'est intégré dans vos recettes aussi, le lait caillé? Oui, c'est intégré dans notre recette aussi. Ce travail, elle est vraiment dur parce que s'ils n'arrivent pas à le vendre depuis 3 jours, 4 jours, il faut qu'ils balancent ça, il faut qu'ils jettent ça. Sinon, en fait, s'ils vendent ça, les gens vont tomber malades. Ça veut dire que tout l'argent qu'il avait gagné, le petit sou, il achète ça. Ça veut dire, en fait, il va mettre à la poubelle parce qu'il n'a pas pu vendre. Comment on l'appelle ici, ta maman? C'est quoi son surnom? On l'appelle Agnon Circade. Ça veut dire la grande gueule de volo-volo, de tout le monde. Enfin, il ne se laisse pas faire. Quand il voit quelque chose qui ne va pas, il ouvre sa gueule. Et elle aime ça, ce surnom? Ouais. Elle est contente de se faire appeler la grande gueule? Oui, c'est bon. Avant qu'elle s'occupe de tout ça, c'était le bordel ici, c'était plus compliqué, les choses fonctionnaient mal? Avant, il y avait des problèmes parce que les gens ne se comportaient pas bien. On voyait des jeunes se battre parce qu'il n'y avait personne qui assurait la sécurité. Je me suis donc mise à faire moi-même la sécurité. Depuis qu'elle est là, c'est calme. Il n'y a personne qui peut faire n'importe quoi sans qu'en fait il y a de surveillance. Il faut s'exprimer, il faut parler, il faut dire ce qu'on a envie de dire, il faut dire ce qui se passe, qu'en fait ça se passe pas. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà, il faut faire une révolution. La révolution. La révolution. Ben, c'est ta mère qui va être la révolutionnaire en chef. Ouais, la reine de Volo-Volo. Le grand mariage fait partie de tout un système très complexe de la vie de la société comorienne de tous les jours. Le côté festivité, musique, danse, qui est vraiment le seul moyen qu'on a trouvé pour conserver notre tradition, ça fait partie vraiment de notre identité. Les cérémonies entourant le grand mariage continuent et ce matin, je vais rencontrer la mariée. C'est la famille de la mariée qui accueille les gens et qui veulent en mettre plein la vue. On peut rentrer? Comment tu l'as vécu, ta semaine de grand mariage? C'était une semaine trop chargée, un peu fatigant. C'est chargé, mais tu voudrais jamais passer à côté de ça dans ta vie? Non, toutes les femmes ici rêvent de ça. Une fois que vous vous êtes mariés religieusement, vous avez commencé les premières étapes du grand mariage, parce que ça se fait par étapes. Moi, tu peux le faire en une seule fois, mais nous, on ne pouvait pas, parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc, on a fait ça par étapes. Quand on a fait la cérémonie religieuse, on a fait une première étape. Ça consiste à donner la dot traditionnelle. Ça, c'est 50 pièces en or. Et puis, on s'est arrêté à là. On a vécu ensemble 6 ans, on a eu 2 enfants. Donc là, ça fait 3 ans qu'on a commencé à se préparer. Moi, j'ai commencé avec les habits et lui, il a commencé avec les bijoux. C'est les habits qu'on a exposés il y a quelques jours. Les tenues avec le fil d'or, ça peut prendre même carrément une année. Oh, c'est brodé à la main. C'est brodé à la main. Il y a les bonnets qui sont brodés à la main. Donc, c'est quelque chose que j'ai pris le temps pour faire. Pourquoi c'est important, Nia, pour toi, de faire le grand mariage? Le grand mariage, chez nous, ça te permet d'avoir un statut social. Quelqu'un qui n'a pas fait le grand mariage, c'est comme si quelqu'un qui n'est pas au complet. Une fois qu'on a fait le grand mariage, on devient notable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que tu peux prendre des décisions, tu peux assister à des décisions publiques. Si tu n'as pas fait le grand mariage, même si tu es ministre, je sais pas, tête, je sais pas quoi, mais tu resteras toujours le petit. Dans les cérémonies, tu es toujours derrière. Pour moi, je peux assister à toutes les cérémonies des femmes. Oui. Mais même si tu fais le grand mariage, ici, la place publique est réservée aux hommes. Ici, au Comores, il y a aussi une sorte de justice sociale qui se fait.
Les notables peuvent jouer le rôle d'arbitre à un certain nombre de conflits, pour réconcilier des villes, etc. Ils peuvent jouer un rôle beaucoup plus constructif dans les grandes décisions qui ont trait à l'édification de bibliothèques, d'édifices pour la société, pour la population, pour construire des écoles, des hôpitaux, etc. Je ne vais pas dire que tout de suite après, on va m'inviter dans ce genre de discussion, mais au fur et à mesure, en fonction de comment je vais me comporter, etc., je serai très bien accepté, moins accepté, etc. Et donc aujourd'hui, on va m'amener officiellement. Le cortège sera composé essentiellement de gens qui ont fait le grand mariage, de grands notables. Ils se distinguent par leurs habits et je vais m'habiller pour la première fois comme eux et ils vont m'amener officiellement chez ma femme. Chez nous, on est une société matrilinéaire. C'est la femme qui construit, c'est l'homme qui va chez la femme. Et du coup, quand la femme construit le foyer de la famille et que l'homme vient le rejoindre pendant le mariage, il a sa contribution de cette construction de la base d'une famille qui est de l'or, de l'argent. Les bijoux vont venir ce matin avec mon mari. Mais là, j'ai pris ça chez ma cousine. Oui. Je porte, après je lui rentre et à partir de demain, je vais porter les miens, Inch'Allah. Quand il va arriver avec les autres hommes, il va le montrer? Effectivement, il le montre, il le porte trop haut comme ça. Ah oui. Quand ils viennent, ils portent trop haut l'or comme ça. Voilà, tout le monde doit voir ça parce que c'est haut, les gens doivent voir. En tout et pour tout, je vais remettre 3 750 000. Et je vais donner à la famille. Et puis, la famille de ma femme va payer les redevances pour que je puisse appartenir à certains Ndji. Ndji en français, c'est village. Mais là, le grand mariage aussi, c'est pas moi ni mon mari qui finance tout. Par exemple, parmi l'or qu'il va apporter, il y a de l'or que sa mère a donné, que sa tante a donné. De mon côté aussi, c'est les tontons, les cousines, les amis aussi qui contribuent un peu. Il y en a qui s'endettent, qui mettent toutes leurs économies là-dessus. Non, mais nous aussi, on s'est endettés. Mais on a un plan pour rembourser ça sans vendre mes bijoux. Moi, ma priorité, c'est de garder ces bijoux pour l'avenir de mes enfants. Parce qu'il y aura un 9 ensemble en or, c'est plus d'1 kilo d'or. Donc pour moi, c'est l'avenir de mes enfants. Avec mon mari, on veut tout faire pour le construire pour ma fille. Et la deuxième maintenant, je pense déjà à construire sa maison. Pour le garçon, quand il va se marier, c'est lui qui va hériter de mon or. Parce que la fille, on va lui envoyer. Ce grand mariage, c'est encore une pratique très, très forte ici. C'est encore très important pour vous. Est-ce que tu comprends les critiques reliées au grand mariage? Les gens qui disent que c'est trop cher et puis que ça freine le développement même du pays? On ne peut pas interdire le grand mariage. Il faudra que les gens réfléchissent comment le grand mariage peut contribuer au développement du pays. Parce que c'est ancré, c'est dans la tradition elle-même. Oui. Là, c'est calme ce mois-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais chaque dimanche de juillet, il y a au moins 3 grands mariages, rien qu'à Moroni. Et puis, après, est-ce que vous partez? Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de voyage de noces? Non, on n'a pas ça. Le voyage de noces, c'est ça, c'est les bijoux, c'est ça, la maison, etc. Voilà, c'est ça le voyage de noces. Après ça, on fait les comptes. Maintenant, c'est le temps de féliciter les mariés. C'est à mon tour, c'est à mon tour. Félicitations. Félicitations.
la religion musulmane est vraiment ancrée dans notre culture et dans notre tradition. L'islam est dans toutes les bases, même au niveau de la danse, au niveau des habits, au niveau de notre manière de nous exprimer, tout est lié. Moi, je suis très fier de cette pratique, de cette manière de voir les choses, de cette tolérance aussi. On voit aujourd'hui dans l'actualité que notre tolérance est une qualité à considérer comme un atout. C'est un atout qu'on doit protéger. Ça fait partie de nos richesses. Alors, qu'est-ce que vous faites ce soir? Il y a une fête spéciale? C'est une ramadan spéciale. Tout le monde se réunit, mange ensemble, prépare tous les plats traditionnels, les bons plats comoriens, et on mange ensemble à 18 h. En famille? En famille. La proportion de musulmans à Grande Comore, c'est quoi? 98 % c'est des musulmans. On le sent dans la vie quotidienne. Le vendredi, c'est presque congé? Oui. Oui. 11 h, c'est fini. Il n'y a pas de travail à 11 h. Tout le monde peut aller, doit se préparer pour aller à la mosquée. C'est jour de prière? Oui, de prière. Il y a une vraie vie de quartier ici. Tout le monde se connaît. Voilà. Les voisins. De toute façon, la majorité des Comoriens sont comme ça. On est liés, on est soudés. Dès qu'on est des frères, des amis, on se dit c'est des frères et sœurs, du coup. Je peux aller manger chez lui, il peut venir manger chez moi. Oui. On partage. Pas besoin d'invitation. Voilà, il n'y a pas besoin d'invitation. Il faut toujours en avoir pour les autres. Bien sûr, il faut toujours prévoir s'il y aura des gens. Toujours. Le pays, c'est pas un pays riche, mais on ne voit pas de pauvreté individuelle. Ça, il y a parce qu'il y a trop la fraternité. Si j'en ai pas, je peux dire le dîne. Tu peux me passer telle chose vite fait. Du coup, j'ai pas à aller mendier ou aller. Je peux compter sur n'importe qui de ma famille, n'importe qui des amis. Voilà. On s'entraide en fait. On peut pas tolérer de voir quelqu'un mendier au bout de la rue et le laisser comme ça. On a une coutume musulmane. Si on est en train de manger beaucoup de choses et il reste quelque chose à manger et le voisin n'a rien à manger, si je n'ai pas le donné ou je n'ai pas fait une visite pour savoir est-ce que mon voisin a trouvé à manger aujourd'hui, là, j'aurais beaucoup de péché ce jour-là. Il y a un proverbe comorien, tu ne peux pas manger. Faire monter ton ventre et ton voisin est vide. Ça, c'est un proverbe comorien. C'est logique. Du coup, tout le monde, les jeunes, je peux aller manger chez n'importe où. Il y a presque plus de lumière, on ne peut pas attendre trop pour manger. Bien sûr. Mais c'est comme si on était une grande famille. Oui, c'est une grande famille, hein? La place de la femme comorienne, est-ce qu'elle est égale à l'homme ici? Non, c'est pas égal. Par l'habitude, c'est les femmes qui restent toujours à la maison et les hommes vont travailler. Comment ça se vit, Ousna? Toi, t'es d'accord avec ça? C'est dur, mais on accepte. Parce que c'est l'islam. Parce que c'est l'islam. Ouais. C'est la religion qui dicte. C'est la religion qui dit ça. Normalement, la religion dit que l'homme occupe toutes les catégories de l'argent, de tout. Et c'est lui qui donne les ordres. Et toi, t'es d'accord avec ça? Tu suis ça encore? Ou c'est il y a des règles que je suis toujours. Oui, par exemple. Allez. Au niveau de donner l'ordre des femmes de sortir, ça, je les tiens toujours. Parce que si tu lui donnes la liberté, il fait ce qu'elle veut. Les femmes comoriennes, elles font vraiment ce qu'elles veulent. Du coup, il faut toujours limiter un peu. Mais sortir où, par exemple? Supposons, comme on est à Moroni, qu'elle veut aller voir sa famille. Oui. Elle n'a pas le droit de sortir sans mon autorisation. Est-ce que tu donnes une autorisation? Ah, bien sûr. En même temps, c'est le mari qui va habiter chez la femme. Et il y a quand même des femmes qui peuvent mettre leur mari dehors si elles sont pas heureuses, si elles sont pas contentes. Ça se fait, ça? Ça se fait. Parce qu'il est chez moi. Voilà. Il fait quelque chose que je veux pas, donc je vais le chasser. Parce qu'il est chez moi. Alors, il faut que tu fasses attention quand même. Merci, vous êtes d'une grande gentillesse. Ousna, merci. Toi aussi, merci. Marahaba. Oh, je l'ai bien eu, là!
étonné. Marhaba Manji. J'entends les femmes qui travaillent. Elles sont pas trop loin. On est dans un champ d'ylang-ylang, un arbuste qui est typique aux Comores et qu'on récolte ici et qui compose le parfum Chanel numéro 5. C'est l'ingrédient principal. On récolte toutes les matinées, on commence dès 5 h du matin pour rattraper les meilleures fleurs. Parce que quand il y a les rayons de soleil, la fleur s'abîme. Donc on récolte que les fleurs les très jaunes, comme celle-ci. Une à la fois, alors. Oui, il faut accueillir une à la fois. Oui. T'aimes encore le parfum de l'ylang? Oui, j'aime toujours. Quand j'étais petite, j'ai récolté les petites fleurs pour les mettre sous mon oreiller. Je suis fan d'ylang depuis mon enfance. C'est une plante venant des Philippines qui a été introduite par les Français aux années 50 aux Comores. Mais comme le sol comorien est une terre volcanique, les Comores restent les meilleurs producteurs d'ylang sur la quantité et la qualité. La production croît au fur et à mesure des années. Si tu as 5 kilos cette année, l'année prochaine, tu auras 6. Après, tu as la récolte, tu as tes belles fleurs, on les ramène aux alambics où on va distiller. Et après, on exporte les huiles vers l'Europe, l'Asie, où on se sert pour faire les parfums du marque. Les gens ne savent pas ça. Moi, j'ai été étonnée d'apprendre ça. Oui, ce serait mieux s'il est écrit comme ça, on pourrait savoir que c'est l'ylang venant des Comores. Et même le l'ylang venant de Sitina. Oui. C'est ton champ d'ylang-ylang. Depuis quand tu t'en occupes? Je l'ai hérité de ma famille. C'est mon père qui s'en occupait, ça fait déjà des années. Il était dans la vanille, maintenant il s'est mis dans l'ylang, ça fait à peu près 10 ans. Et je suis revenue après mes études pour valoriser notre produit local. Parce que ça vaut de l'or, c'est notre or. Chez nous, on l'appelle l'or jaune, cette fleur. Voilà mon père qui est en train de faire les travaux de taillage. Il se manifeste! Voilà. Moi, je suis à côté de la machette, c'est super! T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Je suis sûre qu'il manie la machette avec beaucoup de doigté. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle est là? Quand elle a commencé à travailler avec moi, nos affaires n'avaient pas encore vraiment démarré. On a dû redoubler d'efforts depuis. On gagne mieux notre vie en faisant ça qu'auparavant. On s'en va direction Alambic. Oui. Alors, à chaque fois, vous venez ici, vous pesez. Oui, il faut peser pour voir la quantité. Ça, c'est 13 kilos. L'étape suivante, c'est l'étalage, c'est ça? Oui, ça, c'est l'étalage. C'est pas pour faire sécher. Non, non, c'est pas pour faire sécher, mais pour que les fleurs respirent. Parce que s'ils ne respirent pas, il y a la chaleur qui dégage. Donc, c'est pour éviter que les fleurs deviennent brunes. Ah, ça va vite? Oui, c'est pas de la bonne qualité s'ils deviennent comme ça. En fait, on étale juste le temps que l'eau chauffe. C'est beaucoup de travail pour réussir à avoir une petite quantité d'huile. Voilà. Une fois que la fleur est distillée, comment est-ce que ça se rend chez le parfumeur? Nous, on le distille et on fait un stock jusqu'à en arriver à une quantité qui est exportable. Et après, on le vend. Mais on ne le vend pas directement aux parfumeurs. Mais ce sont des distributeurs à huile essentielle qui les achètent ici et après, ils vont les vendre aux parfumeurs en France. Mais nous, on n'a pas de contact direct aux parfumeurs. Ça, c'est notre très grand problème. Parce qu'ici, en tant que premier pays producteur d'ylang, en qualité et en quantité, normalement, c'est les Comores qui devraient fixer le prix d'ylang. Mais nous recevons des prix qui nous sont imposés de nos acheteurs. C'est pas possible. C'est l'État comorien ou nous, producteurs, qui devront fixer le prix de notre ylang. Il faut que la vapeur sorte verticalement. Comme ça, on est sûr qu'on a atteint les 100 degrés. C'est prêt. On se rend pas compte à quel point c'est du travail, tout ça. Oui.
Ben là, je m'en rends compte. Maintenant, tu te rends compte quand tu achètes une bouteille de Chanel super chère, c'est parce que ça demande... Il y a beaucoup de boulot. Écoute, je vais demander une réduction. Je vais dire, j'ai travaillé pour. J'ai travaillé pour, donc il fallait me réduire à 30%. Au lieu d'acheter la bouteille de parfum, je vais ramener une fleur, puis je vais mettre sous mon oreiller comme tu fais. Comme je fais. Oui. Et tu vas rêver que Dylan. Le pays, en fait, est dirigé par des gens qui méprisent le peuple et qui font en sorte que le peuple reste à ce niveau et qu'ils n'évoluent pas pour pas qu'ils exigent mieux. Mais nous, on ne demande pas la lune. On demande de l'électricité qui donne de la lumière. On veut de l'eau qui coule dans un robinet. C'est vraiment des choses basiques. Le Comorien n'est pas exigeant. Mais on veut de l'électricité pour travailler. Comment tu veux que le menuisier ou le soudeur qui a une petite famille, qui a décidé de rester là, se battre là, construire son petit foyer avec son talent, on lui dit tu ne peux pas travailler parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et comment tu veux que lui et ses enfants ils vont vivre comment? Même ceux qui veulent se battre pour moi se disent mais un pays sans électricité, qu'est-ce que tu veux en faire? À Moroni, on est privé d'électricité pendant 4 ou 5 heures de temps par jour. À tous les jours? Tous les jours, tous les jours. Et les autres localités, c'est encore pire, parce que l'électricité peut venir jusqu'à 1 ou 2 fois le mois, donc c'est vraiment dur pour eux. L'hôpital subit le même sort. S'il n'y a pas d'électricité dans le quartier où il y a l'hôpital, donc il n'y aura pas d'électricité pour le fonctionnement du centre. Je ne peux pas vous compter le nombre de décès causés par les coupures d'électricité parce qu'il y a des patients qui sont sous oxygène et quand il y a coupure, donc forcément ces patients-là meurent sur le coup. Mais c'est quoi les raisons des pannes de courant? C'est un problème qui vient d'en haut d'abord. C'est un problème politique parce que la société Mamoué, c'est une société dont les principaux dirigeants sont nommés par le gouvernement. Mamoué, c'est la société... C'est la société qui est en charge de la gestion et de la production de l'électricité. D'accord. Donc il faut une volonté politique de la part des autorités qu'ils décident de mettre en place des stratégies, des politiques pour restructurer et organiser la société. Il y a d'autres raisons. Ce sont des installations, des équipements qui sont vétustes. Ça fait plusieurs années, il n'y a pas eu de révision. Donc la société est obligée de couper l'électricité pour certaines localités ou pour certains quartiers. Bonjour, Sophie. Vous allez bien? On est en train de discuter de la crise de l'électricité. Vous, avec votre boulangerie, comment vous faites? C'est un peu compliqué, mais on s'est organisé avec un groupe électrogène. C'est une grosse génératrice? Oui, de 35 kVA. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé qu'on allait travailler à 18 heures de temps avec un groupe électrogène. Donc ça nous arrive des fois. Vous êtes en opération 24 heures sur 24? 24 heures sur 24. Ah oui, OK. Là, si vous voulez, là, il est en train de cramer parce que le travail un peu tôt. L'électricité en situation normale, oui. Je paie près 400 € par mois, ce que je paie à la société de l'État. Alors, si je n'ai pas d'électricité et que ça vient 2 heures de temps ou 3 heures, donc il faut compter 500 000 francs comoriens en termes de dépenses liées au gazole. Voilà. 1 000 €. 1 000 €. 1 000 €. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'essaie de comprendre comment vous faites pour fonctionner avec toutes ces pannes à tous les jours. Par rapport à ces pannes de courant, il nous arrive souvent de travailler avec des groupes électrogènes, comme on l'avait ici récemment. Mais bon, elle est tombée en panne, on l'a laissée quelque part pour la réparer. S'il y a le courant, on essaie de travailler les machines. Il n'y a pas de courant, on essaie de travailler, enfin les travaux qui ne demandent pas de courant. Donc comme ça, il nous arrive de gagner un peu de temps. Dans 1 à 30 minutes, le courant va revenir. On va reprendre les machines, raboter les bois, les couper, ainsi de suite. Le plus souvent, on ne respecte pas nos échéances.
Et le courant peut être là, à 9h, il n'y a plus de courant, on attend jusqu'à 11h, le courant revient, on y travaille jusqu'à 13h, il n'y en a plus, et basta, on reste jusqu'à... Tant pis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est embêtant. Trop même, je dirais trop même embêtant. Tous les artisans, ils sont coincés par cette histoire d'énergie. Ça nous bloque et ça nous cause des ennuis. Et ça bloque le pays au complet. Ça bloque le pays au développement. Ça bloque le pays au développement en réalité. Parce que nous, tant que nous sommes là, nous devons payer le loyer de ces terrains. On va le payer avec quoi? Nous devons quand même nous procurer un peu d'énergie. Avec quoi? Nous devons payer les impôts et tout le reste. Nous devons acheter le matériel, payer les employés et tout. Ça, il faut de l'argent. Il faut les faire rentrer cet argent-là. Et avec le défaut d'énergie qu'on en a ici, on ne peut pas. On ne peut pas. Moi, en ce moment-là, le mois d'avril, je n'ai pas pu payer. Je n'ai pas pu payer les employés. J'ai un mois d'arriéré. Il n'y a qu'à l'hôpital où tu ne verras pas de climatiseur, il n'y a pas d'électricité. Ça ressemble au marché. L'école ressemble au marché, mais va dans les bureaux. Va voir là où nous, on ne va pas. L'aéroport, la Comores Télécom, hydrocarbures, les sociétés d'État, là, c'est luxe. Il y a de l'électricité. C'est vraiment bien fait, c'est peint, c'est propre. Donc, le seul problème de ce pays, c'est un mépris. Le jour où on respecte le peuple, les moyens sont là. On peut parler d'économie, de système, je ne sais pas quoi, de douane ou quoi. Non. Le jour où on respecte, les moyens sont là. Les gens essaient de s'organiser du mieux qu'ils peuvent. Les familles n'arrivent pas à conserver leurs aliments parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur. Donc ils ont peur que ces aliments périssent dans le réfrigérateur. Il y a les téléphones. Ceux qui sont en dehors de Moroni, eux, ils peuvent passer plusieurs jours sans électricité. Donc même pour recharger un téléphone, ils sont obligés de se déplacer jusqu'à la capitale pour recharger. Bonjour. Est-ce que l'électricité est revenue ou non? Non, il n'y a pas eu, d'accord. Ça, c'est un petit panneau solaire, un peu. Ah, d'accord. Avec l'ampoule, le panneau solaire là, ça fait fonctionner l'ordinateur aussi? Non, ça fonctionne. OK. Alors, juste pour la lumière, quand il y a une panne, vous utilisez ça? Une bougie. Et une bougie. Est-ce que vous êtes habitué? Ah, voilà l'électricité. J'allais dire, vous attendez que l'électricité revienne et voilà. Et voilà. Et voilà. Vous êtes contente. Oui. C'est comme ça tous les jours? Oui, tous les jours. Mais c'est tard aujourd'hui, non? Ça fait un bon moment. Si j'en reviens dans 5 ans, tu penses que la situation va être pareille? Non, elle ne va pas être pareille. J'espère seulement qu'elle ne sera pas pire. Au vu de ce qui se passe dans le monde, le pays est contraint et obligé de changer. C'est un pays qui est vierge. C'est un pays qui intéresse pas mal d'investisseurs et je sais que ça va pas être pareil. Tout est à faire. Tout à faire. Et je reste confiant parce que je sais qu'à un moment, les autorités seront obligées de changer, de se mettre face à leurs responsabilités. Les Comoriens, en général, vont trouver un boulot dans les sociétés d'État qui marchent, comme la télécommunication, quelle que soit leur formation, hein, du moment où ils sont recrutés de façon politique. Diplôme, pas diplôme, il y en a plein qui ont des exigences de vie des parents, de la famille, des petits frères qui vont à l'école privée et qu'à un moment donné, quand toi tu rentres, c'est ta responsabilité. Donc eux ne peuvent pas dormir. On va aller chercher un taxi, la plupart des taximans le font provisoirement d'ailleurs. C'est ça qu'on voit. La plupart des gens qui vont vendre au marché, ils le font provisoirement. Parce qu'ils ont des talents ailleurs. Ils ont des talents ailleurs, mais il faut qu'ils aient de l'argent maintenant. Salut Mohamed. Bonjour. J'ai fait mes études ici à Moroni jusqu'à l'université dans un filière qui s'appelle Administration économique et sociale. Bon, j'ai terminé mes études depuis à peu près 4 ans, 5 ans comme ça. Moi, je suis le seul dans ma famille qui a continué les études jusqu'à l'université. Est-ce que tu as essayé de trouver un travail dans ton domaine en économie? Oui, j'ai essayé. Il y avait un jour que j'avais commencé un stage dans une société tout près.
j'ai fait 8 mois comme ça. Bon, ils n'avaient pas la possibilité de recruter. Bon, là, je leur ai dit que je ne peux pas continuer comme ça. Il fallait que je quitte pour aller faire quelque chose d'autre parce que vu la situation maintenant, j'ai une famille, j'ai une femme, un enfant. Ma femme ne peut pas accepter que j'aille au travail tous les jours jusqu'à 8 mois sans rémunération, sans rien du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai préféré de quitter le stage pour faire un autre emploi. Avoir une famille sans de revenus, c'est difficile. Bon, il y a encore ma famille, ma mère, mon père, qui sont là, qui ont fait tout pour que j'apprenne. Maintenant, ils attendent que je leur donne à manger. C'est pour cela que je me suis lancé vers le taxi. Je fais le maximum pour ma famille. Est-ce que tu aimes quand même faire le taxi? Bon, j'aime parce qu'il n'y a pas un autre emploi que je peux le faire, gagner ma vie facilement. Tout le monde en a besoin de monter dans un taxi. Combien tu gagnes, Mohamed, par jour en faisant du taxi? Puisque c'est moi qui conduis ma voiture, c'est à peu près 20 € ou bien 25 € par jour. Si le taxi est bon, il y a de temps en temps que ça ne marche pas. Tu peux avoir 10 €. Donc, une bonne semaine, tu fais à peu près 100 € par semaine? Ah oui, ici, ça marche très bien. Oui. C'est suffisant? Oh oui, c'est suffisant parce que là, je trouve manger. On ne fait pas vraiment des économies, mais juste le minimum de la vie. Les jeunes Comoriens se battent. Aujourd'hui, on voit le monde, on voit la Chine, on voit le Canada, on voit la France. On comprend. On a notre propre jugement du monde grâce à cette ouverture. Aujourd'hui, on a des Comoriens qui sont dans tous les domaines. On n'est pas limité au niveau des mentalités. À ce niveau-là, niveau éducation, on a cette ouverture grâce à certains pays qui ont ouvert les portes avec des bourses qui permettent d'aller faire des études, mais surtout grâce à notre envie d'aller voir, notre envie de partir. On n'a pas les mêmes moyens que le Canada aujourd'hui. On ne vit pas les mêmes choses que le jeune du Canada aujourd'hui. Par contre, on peut avoir les mêmes rêves que le jeune du Canada. Aujourd'hui, on peut rêver de la Lune. Mohamed, on est là avec des gens de ta génération. Oui. Elle, c'est Nadrati. Bon, lui, c'est Ardoum. L'autre, c'est Misbaou. J'ai fait mes études ailleurs. Donc, j'ai terminé mes études et je voulais venir dans mon pays pour exercer ce que j'ai appris. La vie professionnelle ici au Comores, c'est pas du tout facile. On crève de trouver du boulot. Mais quand même, j'arrive à m'en sortir petit à petit. Vous deux, vous travaillez bénévolement aussi. T'es le seul qui se fait payer en ce moment. En ce moment. Mais avant, il travaillait dans le bénévolat aussi. Oui, exactement, c'est normal. Vous vous attendez à ça, de faire une période où vous ne serez pas payé. Exactement. Même après avoir fait des grandes études, quand même. C'est normal ici. C'est le système. C'est le système. Par exemple, on te prend en stage quelque part, mais si tu n'as pas quelqu'un derrière pour te donner un coup de pouce, là, tu peux rester là jusqu'à 5 à 6 ans de stage et non rémunéré et être là comme ça. Mais une fois que tu as quelqu'un derrière qui peut te donner un coup de pouce, il suffit d'un coup de téléphone et tout est réglé. Moi, j'ai des amis qui sont à la justice, qui travaillent là-bas, au service de l'état civil. Jusqu'à maintenant, on ne les paye pas. Ils font toujours des stages là-bas. Ça fait à peu près 6 ans à 7 ans, ils sont là. Moi, on m'a recruté parce que le ministre qui est à la fonction publique maintenant, c'est un ami à moi. On ne te juge pas par tes capacités, ouais, mais on te juge parce que tu connais quelqu'un ou tu as quelqu'un derrière qui pourrait te faire un coup de pouce. C'est ça. Mais tes capacités, on n'en a rien à foutre. On n'attend pas les étrangers pour venir faire le changement dans notre pays. C'est nous, les enfants du pays, qui devons faire le changement. 75% de la population comorienne sont des jeunes. Et on a tendance à dire qu'on aura beau à faire des manifestations, on aura beau à faire à lever nos voix, mais ça ne changera pas. Mais moi, personnellement, j'ai confiance que ça changera un jour.
J'ai confiance que ça changera un jour. Parce que ces gens-là, ces politiciens, ne seront pas là éternellement. T'as grandi ici? Oui, je suis né et j'ai grandi ici. Dans ce quartier-ci? Ouais. Au cœur de la Médina? Au cœur de la Médina, la maison est un peu plus haut. Ça, c'était notre principal terrain de jeu. Oui. Comme les enfants qui sont là. Quand je viens là, j'ai l'impression que je suis né là même. Puis il y a la mer derrière. La mer qui est juste là. Ouais, on nageait tout le temps. On s'amusait beaucoup. Des bons souvenirs de tout ça. T'as une enfance heureuse. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les enfants sont très heureux ici. Ouais, tout le monde est heureux. Tout le monde vit dans la misère, mais est heureux quand même. C'est après une semaine, presque ici, c'est vraiment le constat que je fais aussi. Ouais. Les gens sont souriants. Les gens, ils ont envie de vivre bien. Ouais. Même si il y a des difficultés derrière, mais ils laissent les difficultés pour profiter de la vie. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'on doit se battre. Mais si ça ne change pas, c'est parce qu'on ne l'exige pas. Mais nous, on est très occupés à être heureux, on s'en fout de la misère. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Par où on commence pour régler les problèmes au Comores? Moi, je pense que la maladie du Comorien réside dans sa mentalité. Le Comorien accepte tout, il est trop soumis au système, à tout ce qu'on lui fait. Le Comorien n'est pas respecté par ses responsables. Et donc, la solution, la vraie solution, c'est de travailler les mentalités du Comorien, sensibiliser pour faire en sorte que le Comorien soit exigeant. Le jour où nous, on demande mieux, on aura mieux. Cette manière de voir les choses pourra nous redonner l'espoir aussi. Et l'espoir, c'est ce qui nous manque le plus. Mais cet espoir, avec la jeunesse qu'on a, avec le pays qu'on a, on a la possibilité de faire des Comores un des plus beaux pays au monde. Et on est déjà heureux dans la misère. Imagine les jours où on aura un tout petit peu de richesse. On est le plus beau peuple au monde. Les rois du monde. Ah oui. Les rois du monde. On est en plein cœur de l'océan Indien, sur une petite île musulmane qui fait partie du grand archipel des Comores. C'est une île avec de nombreux défis. Il y a des coupures d'électricité à tous les jours, plusieurs fois par jour. Et à l'extérieur de la capitale, des fois, ça dure des semaines. Il manque d'eau, les infrastructures sont désuètes, les routes sont quasi impraticables, mais malgré tout, les Comoriens gardent le sourire. Ils gardent le sourire parce qu'ils voient probablement le potentiel. Il y a un rêve ici, que ailleurs c'est mieux. Il y a presque autant de Comoriens à l'étranger que sur l'archipel. Ça assure une stabilité financière à toutes les familles et c'est fondamental pour le roulement de l'économie comorienne. Ils sont coincés géographiquement entre l'Afrique de l'Est et Madagascar, dans l'océan. Il nous raconte son île. La plupart des villages sont dans les côtes. C'est pour ça que la pêche est très importante ici. On vit de la pêche et de l'agriculture. En fait, on devrait vivre de ça. Il n'y a pas eu une grande évolution dans ces domaines-là, alors que, au niveau démographique, ça explose. La vie de tous ces gens qui naissent tous les jours dépend un peu de ces travailleurs, de la mer et de la terre. C'est une partie du travail du peuple qui n'est pas bien vue et que la jeunesse ne rêve pas forcément de faire. Au contraire, les enfants des pêcheurs rêvent d'aller ailleurs. C'est un peu comme si être un pêcheur, c'est un peu raté.
alors qu'il en faut. Ils font partie des nerfs même du pays. Sans eux, on n'est rien. 7h30, on s'en va à la pêche. Bonjour! Bonjour! Ça va? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Il faut pousser le poisson. Alors, vous utilisez ça pour ta indien. Et ils sont aussi coincés entre les traditions qui sont vraiment très fortes ici et la route vers la modernité qui est inévitable. Ça va être intéressant de voir comment le chemin va être parcouru. La Grande Comore est une île de l'archipel des Comores. On est environ 400 000, dont à peu près 90 000 dans la capitale Moroni. On a toujours été un pays. À un moment donné, notre colonisateur, la France, a décidé de garder une île sur les 4 et de nous diviser après l'indépendance des Comores. C'est un des plus grands drames, si ce n'est le plus grand drame de notre archipel. Parce que Mayotte est restée française, mais le Comorien continue de considérer Mayotte comme une terre comorienne. On est dans notre île à l'intérieur, mais on a l'impression que c'est grand. On ne pense pas île. On ne pense pas limite du moment où on sort beaucoup. Donc, il n'y a pas de limite. Pour nous, l'océan, c'est une continuité. On est un archipel. Donc là, l'océan s'arrête là, ça va jusqu'à Moélie. Moélie, ça va partir jusqu'à Anjouan. Anjouan, ça va partir jusqu'à Mayotte. Après, ça va partir jusqu'à Madagascar, La Réunion, ainsi de suite. Un Comorien qui est né, qui a grandi aux Comores, pour lui, c'est sa conception du pays. C'est ça, la conception du pays. Un pays, ça se divise par l'océan. Cheikh MC, rappeur, auteur et activiste politique. Il se bat inlassablement pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Né à Moroni, connu à travers le monde. Appelé dans l'eau? Oui. Et le poisson vient dans le... Oui, oui, dans le filet. Dans le filet. On va aller voir ça. J'espère que je vais être capable d'en ramasser pour vous. Oui, oui. Tu penses? Oui. Pas sûr. Ça, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Ben, il est beau. Les poissons que vous pêchez, vous faites quoi avec? Vous les mangez? Oui, on mange et on vend au marché. On ne trouve pas le travail. C'est ça qu'on va à la mer. On conseille les enfants qu'on ne peut pas travailler la pêche. On veut travailler au bureau. On fait